And I believe deeply that there is no security if you are afraid of the voices, the opinions, and the conscience that guide your very own people. C'est le discours de J.D. Vance, vice-président américain à la conférence de Munich, et il fait mal. Pourquoi ? Parce que le bras droit de Donald Trump vient de pointer du doigt l'incapacité européenne à gérer les problèmes sur son sol, la guerre en Ukraine. Après cet énorme uppercut, un vent de panique a soufflé chez les dirigeants européens, à commencer par Emmanuel Macron qui a improvisé lundi 17 février une réunion avec beaucoup de chefs d'État du vieux continent. L'objectif est simple, trouver une solution le plus vite possible pour que la guerre en Ukraine s'arrête avant que Trump ne le fasse. Le président américain, tout juste de retour à la Maison Blanche, a mis tout le monde dans le vent et compte gérer le conflit sans l'aide de personne et va faire payer très cher aux Européens les conséquences de leur immobilisme. Pierre Lellouche, ancien secrétaire d'État chargé des affaires étrangères, décrypte avec nous le bouleversement en cours. Bonjour Pierre Lellouche. Bonjour. Merci beaucoup d'être chez nous. On va retracer ensemble cette semaine sur le plan international. Le point de départ de cette semaine assez folle, c'est le discours de J.D. Vance à la conférence de Munich, qui a secoué, on va dire, toute une caste européenne. Il y a eu énormément de réactions de toutes parts, particulièrement en France. Pourquoi d'après vous ? Est-ce que ça fait mal d'entendre la vérité ? D'abord, la séquence commence juste avant, le 12 février, quand Trump et Poutine se parlent au téléphone. Je ne sais pas qui a appelé le premier l'autre. Quand il y a eu cette conversation d'1h30, à l'issue de laquelle le président américain a dit que ça y est, on allait régler la guerre en Ukraine et que ça se ferait sans les Européens et sans les Ukrainiens. De façon très claire, en expliquant aussi que les buts de guerre russes, c'est-à-dire la neutralisation de l'Ukraine qui ne rentre pas dans l'OTAN, d'une part, et d'autre part, la chose très importante pour eux, c'était la conquête actée du Donbass et de la Crimée. Ça, c'était acté. Puis il y avait un troisième point aussi qui ressortait de cette conversation, c'était la levée des sanctions et la reprise des relations économiques entre la Russie et les États-Unis. Donc voilà ce qui a été fait le 12. Et je rappelle que l'investiture du président Trump, c'était le 20 janvier. Donc moins d'un mois après son investiture, donc cette première conversation, suivie par les déclarations du ministre de la Défense en Europe, lors d'un sommet de l'OTAN le lendemain, dans lequel il dit en gros que, confirme, parce que dit Trump bien sûr, mais il dit aussi que si les Européens veulent s'engager en Ukraine, ce sera hors OTAN et hors garantie de l'article 5, c'est-à-dire hors garantie nucléaire américaine. Et puis après, il y a le week-end. Et juste après le week-end, il y a la rencontre de Riyad entre les ministres américains et russes des affaires étrangères. Donc plus les conseillers de sécurité, plus les plus proches amis économiques de Trump d'un côté, Dmitriev du côté de Trump. Donc en l'espace de 8 jours, le monde a basculé. Plus vite que ce que je racontais dans mon livre, puisque moi j'avais prévu, dans Engrenage, j'avais prévu exactement ce scénario-là, mais de façon peut-être moins brutale. Là, Trump a littéralement brutalisé tout le monde. Et c'est là qu'intervient le discours de J.D. Vance devant la conférence de sécurité de Munich, au milieu, dans le week-end du milieu, dans lequel il ne dit pas un mot de l'Ukraine, mais il dit que le problème numéro un des démocraties, c'est pas la Russie, c'est pas la Chine, c'est la perte graduelle des libertés individuelles à l'intérieur des démocraties, et notamment en Europe, et il donne toute une série d'exemples. Puis il dit aussi que le problème numéro un en Europe, c'est l'immigration. Donc, de ce point de vue, c'est un véritable choc pour toute la gentry qui est dans la salle, qui est composée de hauts fonctionnaires, de militaires, de ministres, qui sont habitués à entendre le laïus habituel sur le lien transatlantique. Là, ils reçoivent une véritable gifle, une touche froide, ce que vous voulez, mais tout d'un coup, on prend conscience que c'est pas la même Amérique et que donc l'Alliance Atlantique, entre la paix en Ukraine décrétée par Trump et le message aux démocraties de Vance, tout bascule. Et c'est ça que nous vivons en ce moment. Nous vivons, comme dit le titre de mon livre, le basculement du monde, et ça commence par le basculement de la relation transatlantique qui était fondée depuis 1945, 1954, avec le retour des Américains, signature de l'OTAN en 1949. Toute l'après-guerre était fondée sur l'idée qu'il y avait un Occident avec un chef, un leader incontesté, en même temps le protecteur de l'Europe, c'était les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, les gens se demandent s'il reste un Occident, mais s'il n'y a pas deux, si les Américains vont continuer à protéger ou pas. Donc il y a une espèce de panique générale dans les chancelleries européennes.
qui ressemblent à des lapins dans les phares d'une voiture. Ils sont mis à courir dans tous les sens. Ils sont réunis à l'Élysée le lundi pour essayer de tirer les leçons de tout ça. Ils se sont divisés à nouveau, comme des lapins. Donc c'est une phase à la fois fascinante à regarder et en même temps triste, parce que, comme je le dis dans mon livre, tout ça était malheureusement absolument prévisible et prévu, en tout cas par votre serviteur et d'autres aussi. Alors on va y revenir, mais pour revenir sur le cas de J.D. Vance à cette conférence, pourquoi d'après vous il utilise cet événement qui, comme vous le disiez à propos de la sécurité de l'Europe, il ne parle pas de l'Ukraine, mais il utilise cet instant pour pointer du doigt toutes les carences démocratiques de l'Europe? J.D. Vance est quelqu'un de très important dans le système américain. Je l'appelle volontiers l'intellectuel de service. C'est quelqu'un qui est issu d'une famille très pauvre des Appalaches, avec une enfance très difficile, une mère alcoolique, et lui s'en sort en allant dans les forces spéciales, en allant dans l'armée et en finançant ses études par l'armée. Les Américains ont un système qui s'appelle le GI Bill. Quand vous intégrez l'armée, on vous paye vos études supérieures. Il fait de brillantes études après à Yale. Moi, j'ai fait Harvard, lui, il a fait Yale, donc ce sont les meilleures universités américaines. Et après Yale, où il fait du droit, il va en Californie, il rencontre Peter Thiel, il rentre dans la tech, et il rentre dans ces réseaux-là. Mais pendant longtemps, il est démocrate, il n'est pas républicain. Il est même anti-Trump à un moment. Puis après, il comprend que Trump peut être celui qui va rendre leur voix à l'Amérique d'en bas. Lui vient de l'Amérique d'en bas, et il va sceller cette alliance improbable entre le milliardaire de l'immobilier et l'Amérique du bas, celle qui veut incarner. Et c'est ça qui se passe. Et du coup, Vance devient une sorte d'idéologue du nouveau parti républicain, qui pendant très longtemps était un parti quand même internationaliste, tourné vers tous les conflits, les responsabilités internationales, le droit par la force, la conquête de la démocratie avec des avions et des chars, comme en Afghanistan ou en Irak. Ça, c'est pas du tout le style de Vance. Vance, lui, il est comme Trump, il n'aime pas la guerre, il veut plutôt ramener la priorité sur les États-Unis eux-mêmes et surtout sur les plus modestes. Et donc vous avez aujourd'hui une Amérique qui est à la fois isolationniste, dans le sens où elle va s'intéresser d'abord à ce qui se passe dans sa région, nationaliste et protectionniste, puisqu'on va lever les droits de l'homme. Et donc c'est cette combinaison-là. Il faut savoir que dans l'esprit des stratèges républicains, l'idée c'est que après Trump, il y ait 2 mandats de Vance, et qu'ainsi on change et l'Amérique et le monde. L'Amérique d'abord, on change l'État, et ça c'est le travail de Elon Musk. On coupe drastiquement les dépenses publiques pour essayer de faire baisser les déficits, et surtout pour enlever de l'État profond, comme ils disent, tout ce qui ressemblait au woke, aux marxistes, entre guillemets, à tous ceux qui incarnaient l'État démocrate, l'aide à l'étranger. Le démantèlement de USAID, par exemple, c'est symptomatique. C'est l'idée que les Américains n'ont pas à payer pour les vaccins à l'autre bout du monde, surtout dans des pays qui, quand il faut voter à l'ONU, ne votent pas en faveur des Américains. Donc ils ont décidé de couper toute une série de programmes qu'ils appellent le DEI, c'est-à-dire le Diversity, Equity, Inclusion, tout ce qui touche aux minorités, aux transgenres, tout ça, c'est out dans la mesure où Vance et Trump, ils ont dit, il y a 2 genres, il y a l'homme et la femme, et puis la société, elle est basée sur les valeurs dont parle Vance dans son livre. Il a écrit un livre. Vance complète un peu le logiciel de pensée de Trump en apportant peut-être une approche civilisationnelle. Voilà, je dirais qu'il y a une espèce de fusion entre les deux. Vance, il apporte, oui, plus de contenu idéologique avec un parti républicain qui sera différent. Les voix internationalistes au parti républicain, elles ont dû s'écraser dès l'année dernière d'ailleurs, parce que rappelez-vous, il y a eu un moment où, sous la pression de Trump, les républicains ont refusé de voter
la prolongation de l'aide à l'Ukraine, il y avait pour 61 milliards de dollars. Ça a été bloqué pendant 6 mois. Et les Ukrainiens ont senti le vent du boulet à ce moment-là, les Européens aussi, mais en Europe, on n'a tiré aucune conclusion. C'est ça qui est absolument invraisemblable. C'est pour ça que je suis très très sévère avec ceux que j'appelle les illusionnistes et les somnambules qui nous gouvernent. On n'a pas voulu voir que ça fait 20 ans que l'Amérique est en train de sortir de l'Europe sur la pointe des pieds, mais ça a commencé à apparaître sous Obama. Puis ça s'est poursuivi, bien sûr. Mais alors Biden, naturellement, lui a eu cette inflexion très forte à partir d'avril 2022, au début de la guerre d'Ukraine. Au début de la guerre d'Ukraine, Biden n'avait aucune intention de faire la guerre. Il l'a dit d'ailleurs à l'époque, on va faire que des sanctions économiques, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La grande surprise stratégique de la guerre, en dehors des drones qui viendront après, hein, mais la grande surprise stratégique, c'est que les Ukrainiens ont résisté à Kiev. Et que du coup, l'armée russe a subi des dommages absolument considérables au début de la guerre, commencé à se replier. Et c'est à partir de ce repli vers mars-avril 2022, alors que Russes et Ukrainiens avaient commencé à négocier, mais nous, on n'a pas aidé la négociation, ni les Européens, ni les Américains, donc il n'y a pas eu de négociation réussie à l'époque. Mais j'en parle beaucoup dans le livre parce qu'on retrouve les mêmes bases aujourd'hui, naturellement. Ce qui se passe, c'est que en avril 2022, l'Amérique décide de casser la tête à l'armée russe. Voilà, voyant qu'elle est en difficulté, le ministre de la Défense, Lloyd Austin, dit publiquement « on va leur passer l'envie de recommencer ». Donc, on va donner aux Ukrainiens de quoi leur casser la tête. Et ça se passe bien au début. C'est-à-dire que l'offensive de l'été 2022 repousse les Russes, continue à avoir des pertes extrêmement lourdes. Puis après, le front se stabilise et les Ukrainiens ne poussent pas leur avantage, ce qui, dans l'histoire, restera comme une des premières erreurs qu'ils vont commettre. Mais pendant ce temps-là, les Américains décident d'armer puissamment l'armée ukrainienne, et les Européens aussi. Dans la suite, suivent Biden, contrairement à ce que dit Clausewitz, sans avoir la moindre idée de l'objectif. C'est quoi la sortie de la guerre? On suit parce que la presse est unanimement hostile et choquée par Poutine, parce que Poutine c'est Hitler, parce que Zelensky c'est Churchill, et vous avez toute une collection unanime de couvertures de presse et autres qui disent faut aller les punir, et certains même disant faut aller à Moscou renverser Poutine. Et donc on s'embarque dans cette affaire sans grande réflexion et sans avoir les moyens de peser sur la guerre, puisque très vite on va s'apercevoir que une fois qu'on a donné aux Ukrainiens le matériel russe qui était encore dans les pays de l'Est, en Roumanie, en Pologne, en Bulgarie et autres, il n'y a plus grand-chose. Et les arsenaux des grands pays européens sont vides. Donc on va donner un peu, mais le gros de l'aide militaire va être américaine. En gros, on va quand même mettre dans l'histoire 150 milliards d'euros quand même, essentiellement de l'aide économique, financière, de quoi payer les salaires, de quoi payer les pensions. Et les Américains vont mettre une centaine de milliards d'aides militaires et un peu d'aide économique. Mais voilà comment se fait le partage. Mais pendant toute cette période, c'est même le drame aujourd'hui des Européens, c'est que, au fond, on était les supporters, les pom-pom girls d'un match de boxe où on n'était pas dans le ring, mais où on applaudissait et on donnait de l'argent. Mais en fait, on ne pesait pas sur l'issue. Ce qui fait que quand Trump est élu et qu'il arrête d'arrêter, il décide d'arrêter, ça s'arrête. Le jour où il n'y a plus d'armes américaines, les Ukrainiens... Alors ils se tournent maintenant vers l'Europe en disant « Donnez-moi 200 000 soldats européens ». Zelensky rêve d'une armée européenne de 200 000, sauf qu'il n'y a pas les 200 000. En plus de tout ça, là vous parlez de ces dirigeants somnambules, etc. Est-ce que vous intégrez là-dedans le fait que, on l'a vu lundi, Emmanuel Macron a improvisé une réunion, un sommet avec différents dirigeants européens? Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont jamais vraiment pris au sérieux les promesses de campagne de Donald Trump? Oui, je pense qu'ils étaient dans le logiciel d'avant, qui n'imaginaient pas vraiment que les Américains pourraient arrêter. Certes, ils voulaient arrêter la guerre, mais bon,
pas de la façon aussi brutale où il a dit, bon voilà, j'ai passé un deal avec les Russes sur les conditions des Russes et Zelensky est un dictateur. Ce qui était quand même beaucoup. Je pense que ça les a surpris. Macron, lui, va se servir de cette crise pour rebondir sur le plan intérieur parce qu'il était dans une situation épouvantable après sa dissolution ratée, marginalisé complètement de la vie politique, pesant sur rien du tout. C'est pour ça qu'il essaie de rebondir. Ah bah oui, coup de chance, arrive cette période incroyable où à nouveau le chef de l'État peut faire jouer ce qu'on appelle, à mon avis abusivement, le domaine réservé. Et donc il reprend l'initiative, il s'agite en Europe, avec un succès très moyen parce que, sauf les Anglais, personne n'a envie de rentrer dans cette équation. Surtout quand les Américains disent qu'ils ne protégeront pas des forces d'interposition européennes. Donc ils parlent de soldats non belligérants, enfin personne n'y comprend pas grand-chose. Il va aller à Washington cette semaine, Starmer, l'anglais aussi, essayer de demander à Trump de changer d'avis et de bien vouloir garantir les forces européennes, mais elles ne seront pas nombreuses. Au maximum, l'Angleterre et la France peuvent déployer une trentaine de milliers d'hommes. Mais enfin, on parle d'une ligne de front qui fait 1000 km de long, et où il y a 1 million d'hommes des deux côtés. Donc vous voyez que 30 000 soldats de la paix, même européens, ça pèse pas suffisamment pour garantir la sécurité de l'Ukraine. C'est tout le problème. C'est trop peu, trop tard. Tout ça pourquoi ? Parce qu'on paye cash le désarmement budgétaire militaire que nous avons fait depuis 30 ans. Après la fin de la guerre froide, on a dit, comme M. Fabius, c'est les dividendes de la paix. On a pris cet argent et on l'a dépensé ailleurs, surtout dans les dépenses sociales. Alors justement, alors on tourne cette interview, la veille, Emmanuel Macron a répondu à des questions sur les réseaux sociaux et a expliqué, ou a annoncé, décider de réarmer en augmentant les dépenses militaires de 2,1% à 5% du PIB. Ça arrive beaucoup trop tard ? C'est pas trop tard pour réarmer dans 5 ans, 10 ans. Mais on a perdu 3 ans. Quand les Russes font la guerre en Ukraine, ça aurait dû être quand même un réveil. Macron et d'autres ont prétendu qu'on était en train de réarmer, mais comme toujours, on s'est noyé dans l'incantation, les mots, l'Europe, la défense de l'Europe, la défense européenne, la souveraineté européenne, Bruxelles va faire ci, Bruxelles... En réalité, il ne s'est pas passé grand-chose. On a mis un peu plus d'argent dans le budget de défense français, mais il y avait tellement de trous que ça a juste permis de rattraper un peu, mais on n'a en aucun cas augmenté le nombre de canons, d'avions, de chars, même moins. En réalité, si on regarde précisément, comme on a augmenté les besoins, notamment en matière de drones, en matière spatiale, en matière cyber, le résultat, c'est que les forces classiques elles-mêmes, elles n'ont pas vraiment augmenté. Or, qu'est-ce qu'on apprend avec la guerre d'Ukraine ? Et je décris tout ça en détail dans le livre. C'est que, contrairement à l'idée que nous nous faisions en France, la seule possession de l'arme nucléaire ne suffit pas à garantir la paix. Vous êtes dans un continent, l'Europe, qui est submergé par les armes nucléaires, françaises, anglaises, russes, américaines. Il y a des armes nucléaires partout. Donc c'est un continent qui, normalement, ne devait pas bouger. Or, il bouge. Il y a une guerre de très haute intensité depuis 3 ans, avec 1 million de victimes, morts et blessés des deux côtés. Ça veut dire que la simple possession de l'arme nucléaire n'empêche pas la guerre classique. Elle empêche sans doute une escalade nucléaire, mais elle n'empêche pas la guerre classique. Donc il va nous falloir reconstruire un appareil de défense conventionnel, repenser l'articulation entre ces forces classiques et les forces nucléaires. Bref, réinventer un système de défense à hauteur du problème que nous avons, puisque en ce moment, vous avez beaucoup de gens qui disent que les Russes vont attaquer après l'Ukraine. Moi, je ne crois pas, mais peu importe. Si on a cette crainte, alors il faut s'y préparer et de toute façon être en mesure de dissuader une éventuelle direction russe qui tenterait l'aventure, mais ça implique d'être prêt, surtout si les Américains s'en vont. Ça veut dire que cet effort de réarmement doit être entrepris dans la durée et qu'il doit être en effet massif. Alors Macron a commencé à prévenir les Français que ça pourrait se produire. Il le fait sur TikTok. Bon, c'est son choix. Il le fait en convoquant les patrons de parti, mais en disant rien sur ce qu'il faut faire. Il faut quand même voir que c'est très tard. Le problème du désarmement budgétaire, c'est que
pour faire redémarrer l'industrie de défense, il faut des commandes. Pour acheter du matériel, pour acheter des machines et pour former les hommes. Vous ne pouvez pas inventer des chars en 3 mois. Ou des avions. Donc il faut réinvestir massivement dans la filière et essayer de coordonner cet effort de réarmement avec les principaux voisins, c'est-à-dire avec les Allemands, les Anglais, en faisant en sorte que les armes qui sont commandées soient essentiellement européennes. Parce que si c'est pour acheter des armes américaines au moment où les Américains partent, ça n'a pas grand sens. Donc il y a tout un travail de politique industrielle à mener en France, budgétaire aussi, mais aussi de coordination. Mais la dernière chose qu'il faut faire, à mon sens, c'est de continuer à se payer de mots et d'attendre que Bruxelles, entre guillemets, fasse la défense européenne, parce qu'ils ne savent pas la faire, ce n'est pas leur métier. Par contre, ce qu'on peut demander à l'excellente Madame von der Leyen, c'est d'arrêter de faire des bêtises. Par exemple, la taxonomie européenne, je ne sais pas si vous savez ça, mais aujourd'hui, la taxonomie européenne interdit aux banques de prêter de l'argent à l'industrie d'armement. Oui. Hein, c'est pas bien l'armement. Pour des questions idéologiques ? Ah bah bien sûr, c'est les écolos. On ne prête pas pour faire du pétrole ou du gaz, mais on ne prête pas non plus à l'armement. Donc on marche sur la tête, si vous voulez. Donc la première chose à enlever, c'est ces régulations qu'adore l'Europe, mais qui sont complètement débiles. L'autre chose à faire, c'est d'organiser, comme on l'avait fait après le Covid, un fonds d'investissement pour la défense de plusieurs centaines de milliards d'euros, ce qui permettrait aux Européens d'aller piocher de l'argent pour s'équiper. Enfin, la dernière chose à faire au niveau de Bruxelles, c'est de sortir la défense de la limite budgétaire des 3%. Si on obtient ces 3 choses-là, et qu'on fait l'effort en interne, alors, oui, dans 5-10 ans, les Européens seront en mesure de tenir leur territoire. Mais ça va prendre quand même 5-10 ans. Ce qui a marqué aussi cette semaine, ce sont les déclarations de Donald Trump concernant Volodymyr Zelensky, qu'il qualifie de dictateur sans élection. Pourquoi est-ce que, d'après vous, il remet en question la légitimité du mandat de Zelensky ? Comme toujours, quand il démarre quelque chose, il tape très fort. C'est un choc. C'est l'effet de souffle. Ça consiste à choquer les Ukrainiens dans l'idée qu'il faut négocier maintenant parce que, de toute façon, on va s'arrêter, nous, de vous donner des armes. Et comme Zelensky traîne des pieds, et qu'une partie de l'opinion ukrainienne veut continuer la guerre, quoi qu'il arrive, le traitement de choc de Trump vise à faire bouger ça. C'est pas sûr que ça marche. Sur l'élection elle-même, c'est vrai qu'il y a un problème, c'est vrai que Zelensky n'est pas légitime au sens où il n'y a pas eu d'élection, mais enfin, en même temps, il y a une guerre qui rendait impossible une nouvelle élection présidentielle. Donc, c'est devenu une donnée importante dans les négociations avec Poutine. Alors que tous deux parlent, il faut une élection en Ukraine. C'est-à-dire que Zelensky a aggravé son cas en prenant lui-même un décret présidentiel il y a 1 an ou 2, disant « je ne négocierai jamais tant que Poutine sera au pouvoir ». Donc déjà, c'est un léger problème. Et quant à Poutine, il n'a plus envie de revoir Zelensky parce que tout le monde a oublié, mais c'est aussi dans mon livre, désolé d'y revenir, mais c'est vrai, il y a eu en décembre 2021, donc juste avant le Covid, et il y a eu une réunion à l'Élysée avec Macron, Merkel. C'était la dernière réunion du format Normandie, où Zelensky et Poutine étaient présents. Et Poutine est venu à cette réunion parce que Zelensky a été élu sur la paix et qu'il voulait un deal. Sauf que, juste avant ce sommet de décembre, les nationalistes, la droite nationaliste ukrainienne est descendue dans la rue pour dire aucune concession à Poutine. Et quand Zelensky est rentré à Kiev, le processus s'est arrêté, quoi. Et Poutine pense qu'il a été trahi, à tort ou à raison. Enfin, la vérité, c'est que le communiqué de l'Élysée de décembre 2021 disait bien que tout le monde était d'accord sur quelque chose qui s'appelle la formule Steinmeier, qui se réfère au processus de Minsk. Vous savez que c'était très compliqué. Mais en gros, l'idée, c'était qu'il fallait arrêter Alors, on ne parlait pas de la Crimée, qui était déjà occupée, mais sur le Donbass, où il y avait des forces qui se battaient, il y a eu 15 000 morts quand même. L'idée, c'était que la Rada ukrainienne vote une loi de décentralisation qui permette aux 4 provinces du Donbass
d'être autonome et de défendre notamment l'utilisation de la langue russe, etc. C'est une population qui est à majorité russophone. C'est une région qui a été colonisée par Catherine II. Bon, donc avec une forte empreinte russe. Donc l'idée, c'était de leur donner une autonomie, en échange de quoi les soldats russes, les petits hommes verts, sortaient du Donbass, et il y avait une formule Steinmeier pour caler la date des élections avec le retrait des forces. Et donc on en était là. Il y avait une perspective de règlement, non sans mal, avec pas mal d'arrière-pensées de tous les côtés. En fait, les Ukrainiens, depuis le début du processus de Minsk, n'ont jamais voté les lois sur la décentralisation. Ils ont même voté une loi qui interdisait la langue russe, qui était quand même une grande maladresse. Et Poutine lui-même était assez content de garder une main militaire sans être ouvertement en Ukraine. Il avait ses forces spéciales qui aidaient les séparatistes. Donc c'était une situation assez tordue. Les Américains n'ont pas voulu s'en mêler. Et les Français et les Allemands étaient là comme facilitateurs de cet échange entre je vous donne la décentralisation et vous me sortez les soldats russes. Mais on gardait les frontières de l'Ukraine, hors Crimée. Or ça a raté en décembre 2021, et puis en décembre 2019, pardon, je dis des bêtises, c'est décembre 2019. 2 ans après, en décembre 2021, les Russes reviennent à la charge avec 2 propositions de traité, l'une sur la neutralité de l'Ukraine, ce qui est leur demande depuis 30 ans. L'Ukraine ne doit pas rentrer dans l'OTAN. Et l'autre, c'était on réorganise l'emplacement des forces de l'OTAN en Centre-Europe. Les 2 propositions ont été rejetées en décembre, sans avoir été même mentionnées en France, ce qui est incroyable. Mais le gouvernement français n'a rien dit. À ce moment, les Européens non plus. Ils ont laissé Biden enterrer ces propositions, et 8 semaines après, il y a eu la guerre. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont rien dit? C'est pas rejeté? Ils ont rejeté parce qu'ils pensaient que c'était la fin de l'OTAN, que on était engagé sur un principe qui était l'entrée éventuelle de l'Ukraine dans l'OTAN, et puis il ne fallait pas toucher au déploiement de force. Alors, cette histoire d'OTAN est totalement surréaliste, parce que tout en disant qu'il fallait que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, les Américains ne voulaient pas qu'elle rentre dans l'OTAN. Ni Obama, ni Trump, ni Biden. À aucun moment. Donc on était en train de se battre sur l'idée d'une éventuelle entrée, alors même que les Américains refusaient qu'elle rentre. Les Allemands aussi, d'ailleurs. Oui. Donc on était dans le fantasme absolu. C'est comme ça que les illusions conduisent à la guerre. En 2008, Sarkozy et Merkel, au sommet de Bucarest, avaient dit non, ils ne rentrent pas, parce que ce sera la guerre. Mais on avait trouvé une espèce de formule diplomatique à la noix. C'est toujours ce qui se passe dans ce genre de sommet où il n'y a pas d'accord, où vous avez un papier qui dit l'Ukraine et la Géorgie ont vocation à rentrer dans l'Alliance, mais en fait elles ne rentrent pas. Donc elles ne sont ni protégées, ni défendues, alors même que les Russes, eux, sont convaincus maintenant qu'ils vont rentrer dans l'Alliance. Donc on a un casus belli, on a des pays qui sont exposés. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que 3 mois après le sommet de Bucarest 2008, les Russes sont rentrés en Géorgie, et puis 4 ans après, il y a eu... Je reviens sur cette déclaration de Donald Trump qui a été massivement relayée sur les réseaux sociaux, qui pour beaucoup est jugée comme, à propos de Zelensky, assez gratuite, assez violente et gratuite envers le président ukrainien. Beaucoup remarquent qu'il utilise les mêmes éléments de langage que Vladimir Poutine. C'est pour assumer le fait que son interlocuteur direct, c'est le président russe et non pas le président ukrainien. Oui, en plus il n'a pas beaucoup d'estime pour Zelensky. Ça s'était très mal passé. Quand Trump était président et Zelensky venait d'être élu, il y a eu cette fameuse conversation. Vous savez que à l'époque, l'Ukraine, c'était surtout une affaire de politique intérieure américaine. La seule chose qui intéressait Trump, c'était l'ordinateur de Hunter Biden et de savoir si le fils de son adversaire était ou pas financé par des entreprises de gaz ukrainiennes, ce qui était le cas. Le fils Biden vivait très largement de la générosité des entreprises gazières ukrainiennes. Donc ce que voulait Trump, c'est que Zelensky entreprenne des poursuites judiciaires qui auraient démontré la complicité de la famille Biden. Manque de chance pour lui, la conversation a été communiquée à la justice et il a subi une première procédure de destitution. Donc la relation avec Zelensky n'est pas terrible depuis l'époque.
Ouais. Ce sera ma dernière question. Est-ce que vous imaginez un dénouement, ou plutôt une paix installée ou négociée dans les prochaines semaines, les prochains mois? Est-ce qu'on s'approche véritablement de la fin du conflit? C'est difficile à dire, mais objectivement, si vous voulez, les Ukrainiens ne peuvent continuer à se battre qu'avec des armes. Si le flot des armements américains s'arrête, Biden, juste avant de partir, il avait livré tout ce qu'il pouvait livrer sur la fameuse enveloppe de 61 milliards. Mais bon, je ne peux pas vous dire, parce que je n'ai pas accès à ce type d'informations, combien de temps ils peuvent tenir militairement. Les Européens vont les aider aussi, mais il reste très peu de choses à donner côté européen. On voit bien, quand la France donne quelques Mirage 2000, nous en avions au total 26 pour la couverture aérienne du pays. Donc si on en donne 4 ou 5, il en reste une vingtaine. C'est quand même pas... Et tout le monde est dans le même genre de cas. Donc on n'a pas des tonnes de stock d'armes à passer aux Ukrainiens. Donc là, le maintien de la guerre pendant encore une année est douteux. Je pense que la guerre va se solutionner avant ça. Le problème, c'est la résistance farouche de Zelensky à tout accord sans la présence d'Ukrainiens. Les Américains n'en ont que faire. Ils veulent caler les grandes lignes de l'accord avec les Russes. Et d'ailleurs, c'est déjà calé, en fait. C'est déjà calé. C'est ce qu'il y a dans mon livre. Neutralité de l'Ukraine, maintien de ce qu'ils ont gagné sur le terrain. Évidemment, nous ne reconnaîtrons pas ces conquêtes territoriales. Poutine laissera l'Ukraine rentrer dans l'Union européenne, mais pas dans l'OTAN. Et puis, il y aura la levée des sanctions. Poutine va aussi insister pour que l'armée ukrainienne soit plafonnée. Ça, ce sera très difficile à accepter pour les Ukrainiens, d'autant que les garanties extérieures sont délicates. Le plus difficile, ça va être cette histoire de garantie de sécurité extérieure. Les Russes ne veulent pas de voir les Européens en Ukraine. Les Américains sont très réticents. Ils n'ont pas envie de les protéger. Donc, trouver des forces pour aller en Ukraine. Le danger, c'est que, comme disait mon maître Jacques Bainville, après le traité de Versailles, il a écrit un livre très important en 1819, qui s'appelle « Les conséquences politiques de la paix », qu'on referme la plaie en laissant l'infection dedans. Et les conditions d'une paix durable aujourd'hui sont loin d'être réunies. Ce qui est sûr, c'est que les Américains veulent arrêter les frais, ça c'est sûr. Les Européens, ils ne savent pas trop quoi faire, parce que continuer la guerre sans objectif précis et sans moyens, c'est pas jouable non plus. Quant aux Russes, ils ne sont pas pressés. Ils ont l'initiative sur le terrain. Ils sont dans une situation où l'Ukraine est fragilisée. Donc l'intérêt de tout le monde, c'est d'arrêter avant que les Russes conquièrent d'autres territoires, ce qui est pas exclu. C'est pour ça que l'intérêt de tout le monde, c'est d'arrêter, de faire un cessez-le-feu, un armistice suivi par un travail approfondi sur à quoi ressemblent les garanties sur la neutralité de l'Ukraine. C'est le travail des diplomates. Maintenant, il faut que Zelensky soit d'accord avec tout ça, d'où la nécessité, selon aussi bien Poutine que Trump, de faire des élections et de voir quel côté va pencher le peuple ukrainien. Merci beaucoup. Je vous en prie.